Bonjour à toutes et à tous. Je déclare ouverte la séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ce mardi 21 septembre 2021. Ik verklaar de plenaire vergadering van de verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapcommissie van dinsdag 21 septembre 2021 geopend. Chers collègues, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire se réunit aujourd'hui de plein droit, conformément à l'article 71 de la loi spéciale du 12 janvier 89 relative aux institutions bruxelloises. En vertu du préambule au règlement, le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ont le même bureau. Étant donné que le bureau définitif du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale a été constitué lors de notre séance plénière du lundi 20 septembre 2021, celui de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune est dès lors également constitué. Daarvan zal kennis worden gegeven aan de Koning, aan de Senaat, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan het Vlaamse parlement, aan het parlement van de Franse gemeenschap, aan het Waals parlement, aan het parlement van de Duitsstalige gemeenschap, aan het parlement francophone bruxellois en aan de raad van de Vlaamse gemeenschapcommissie. Conformément à l'article 23.3 du règlement, les commissions devraient se réunir afin de procéder à la nomination de leurs bureaux respectifs. Si le Parlement est unanimement d'accord, nous pourrions simplifier la procédure comme hier et considérer comme réélus les membres des bureaux des commissions, à l'exception, bien entendu, des commissions où un changement est prévu. Geen bezwaar, aldus wordt besloten. Chers collègues, diverses décisions du Comité général de gestion des risquaires du 9 juillet 2021 modifiant le budget des dépenses générales des risquaires par ventilation et ou dépassement de crédit ont été transmises à l'Assemblée réunie par le Collège réuni. Zij zullen in de bijlagen van het integraal verslag van deze vergadering worden opgenomen. Par courrier du 12 août, le président et l'administrateur délégué transmet le rapport annuel d'activité de l'association Iris Fêtière pour l'année 2020, verzonden naar de Commissie voor de Gezondheid en Bijstand aan Personen. Je vais suspendre la séance plénière de l'ARCC et je vais ouvrir la séance du Parlement régional bruxellois. Et nous allons démarrer par les questions d'actualité. Je vois que Madame la ministre Van den Brande est présente et notre collègue De Bock également. Nous allons donc passer à la première question, qui est la question de Monsieur Emmanuel De Bock, adressée à Madame Van den Brande, concernant le récent arrêt de la Cour d'appel dans le dossier de la fermeture à la circulation automobile de la boucle sud du bois de la Cambre. Avant de vous céder la parole, Monsieur De Bock, rappelez aux collègues qu'il y a un vote qui a lieu en ce moment de 9h30 à 12h30 comme hier pour liste double pour le fonds de garantie bruxellois. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le ministre, Madame la ministre. Monsieur le Président. Pardon. Ministre-président, ministre, maintenant président. Monsieur le Président, Madame la ministre, chers collègues, j'ai pris connaissance, comme vous, j'imagine, du récent arrêt de la Cour d'appel concernant donc ce fameux dossier du bois de la Cambre. Vous aurez pris connaissance des 70 pages dans lesquelles la Cour d'appel vient de confirmer en fait la condamnation de la ville de Bruxelles à une astreinte de plus de 100 000 € par rapport à ce dossier. Vous vous souviendrez également que nous avait pris le soin de nous citer devant le tribunal. Il se fait que la commune Duc se fait condamner puisque nous n'avons pas en fait, nous ne sommes pas en fait partie prenante. En réalité, ce n'est pas nous qui avions le pouvoir de décider effectivement de la mobilité dans le bois de la Cambre, mais en revanche, l'on gagne le fait de ne plus être solidaire de la décision qui avait condamné en première instance la ville et la région. C'est quand même pas rien. Vous voyez que parfois ça sert de faire appel. Si on avait fait appel peut-être dans le dossier de la STIP concernant le voile, on aurait peut-être eu un autre jugement, mais bon voilà, on va pas refaire l'histoire. Cela dit donc,
le jugement est sans appel, pour le coup, contre la ville de Bruxelles, puisqu'il condamne à plusieurs choses. Il dit qu'il ne fallait pas faire des tests en cette période de pandémie. Il dit aussi qu'il aurait fallu considérer les quartiers avoisinants et les communes avoisinantes. Et il dit surtout que la ville de Bruxelles a manqué de prudence et de diligence dans ce dossier. C'est quand même une condamnation ferme. C'est aussi indirectement une condamnation de l'attitude de la région, parce que même si nous ne sommes pas, en l'occurrence, ceux qui avons pris le soin de prendre ces décisions, nous avons toujours été derrière la ville de Bruxelles, si pas devant, et en tout cas, nous avons été très solidaires de la position de la ville de Bruxelles qui, manifestement, aurait dû être tout autre, tant sur la forme que peut-être sur le fond. Alors, mes questions sont assez simples. Première question, comment allons-nous nous conformer à cette décision? Est-ce que vous avez pris langue avec la ville de Bruxelles pour notamment veiller à ce que l'on reprenne un jour au niveau de la région le bois de la Cambre et sa mobilité? Et enfin, j'aurais voulu m'assurer que tous les scénarios allaient être testés dès que la situation le permettra. Vous vous souvenez qu'il y a un scénario qui est privilégié par la ville et la région. La commune d'Uccle et d'autres communes ont notamment insisté pour qu'on ait une étude objectivée reprenant tous les scénarios, ainsi qu'une consultation populaire des parties dans ce dossier. Enfin, dernière question, combien cette saga du bois de la Cambre a-t-elle déjà coûté aux contribuables régionaux depuis le début de la législature? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole pour la réponse. Voilà, merci pour votre question et bonne rentrée à tout le monde. Tout d'abord, il y a plusieurs questions. Il y a des questions très détaillées sur les nombres, tout ça. Il y a des questions posées par vous, par écrit, sur lesquelles on répond pour les détails. En gros, évidemment, j'ai, comme vous, lu la décision du juge qui est une étape. On a plusieurs étapes et je pense que c'est important de commencer par l'objectif qui était mené par la ville de Bruxelles, c'était de mieux rééquilibrer l'espace public. Et il faut aussi dire qu'après la première décision du juge, il y a une adaptation qui est faite à la plan de circulation. Alors il y a 80% pour l'instant du bois qui est ouvert aux tous les Bruxellois ou fermé aux automobilistes, comme vous voulez le dire. Mais c'est une solution qui a répondu à la première appel et dans laquelle toutes les communes qui sont autour de la table sont y trouvées pour faire le test. Il y a aussi des études qui sont menées conjointement sur tous les critères. Je pense que cette atmosphère de collaboration, c'est quelque chose qu'il faut garder, entamer. Et je remercie la ville de Bruxelles pour faire en sorte que ça soit continué, évidemment. Évidemment, l'appel et la conclusion de justice seront discutés, mais ce qui est important dans cet appel, en fait, la situation actuelle est de manière pas approuvée, c'est pas le bon mot, mais est considérée comme une réponse importante. Et je pense que là, l'important, c'est de continuer dans le travail qui est là et faire en sorte qu'on peut trouver des solutions dans ce cadre-là. Il y a un appel qui est introduit de la commune d'Uccle. Il y a un appel qui est répondu, mais les réponses en détail, je vous ai transformées par écrite. Je pense que le status quo qui est maintenant avalisé, il faut le continuer. Sur les coûts, il y a d'un côté les coûts juridiques, aussi les coûts pour adapter. Je pense que ça, c'est important. On est autour du parc, autour du bois, en train d'adapter beaucoup de carrefours. Oui, il y a un coût pour ça, mais je pense que c'est important pour faire en sorte que d'un côté, on peut de plus possible faire en sorte que le trafic soit fluidifié et d'autre côté, de faire tout pour éviter du trafic dans les quartiers, parce que ça, c'est évidemment pas du tout le but de Good Move. Et avec les adaptations, on veut faire en sorte que la situation s'améliore et qu'on peut trouver des solutions qui peuvent trouver un bon équilibre entre tous les parties prenantes. Merci, Madame la Ministre. Monsieur De Bock, pour une courte Merci, réplique. Madame la Ministre, pour vos réponses. Donc, nous resterons évidemment vigilants sur l'évolution de ce dossier. Je retiens un mot, c'est celui de la concertation, qui a peut-être manqué au début dans ce dossier et que j'espère nous pourrons retrouver. Et enfin, peut-être s'assurer, effectivement, rassurer aussi tous les conseillers communaux qui parfois adoptent des motions, ceux qui auront pris la peine de lire ce jugement. Il est fait référence à une motion communale du conseil communal, et je trouve que c'est important de le dire, où cette motion communale est prise très au sérieux par le juge de la Cour d'appel, et il est aussi sérieux de lire tous les arrêts. Peu de journalistes ont notamment relié le fait que la commune d'Uccle avait quand même été condamnée à une indemnité de procédure de 1 500 € envers la région. Je trouve que c'est utile de le dire aussi ici. Monsieur De Bock, l'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Madame Marie Nagy, adressée à Monsieur Marron, relative aux mesures éventuelles du gouvernement à la suite de l'augmentation annoncée des prix du gaz et de l'électricité. Madame Nagy, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à vous, plaisir de vous retrouver en vrai. Bonjour à tous les collègues, Monsieur le Ministre Président. La situation, ce n'est pas à vous, Monsieur le Ministre, que je devrais expliquer que la situation de l'énergie sur les marchés mondiaux est assez cruciale et que les retombées sur notre région, sur le plan social, risquent d'être extrêmement alarmantes. En moyenne, on parle aujourd'hui d'une augmentation du prix de gaz et l'électricité de 486 € pour le gaz et 171 € pour l'électricité par an, ce qui est pour beaucoup de ménages, ce qui peut constituer pour beaucoup de ménages véritablement un enjeu presque de survie quand on connaît en plus la précarité énergétique que connaît Bruxelles. Alors, Monsieur le Ministre, avez-vous pris connaissance de ces données? Le prix de l'électricité et du gaz est déterminé par toute une série de facteurs que je ne vais pas vous expliquer ici, mais qui est assez variable, dans lesquels la région bruxelloise a une capacité d'action. La ministre fédérale du Climat a annoncé qu'il y avait plus de 300 millions disponibles à être débloqués au niveau fédéral sur le fonds ETS. Donc, je voulais savoir, avez-vous pris connaissance des propositions ou discussions avec Bruxelles pour amener des solutions rapides à la crise sociale qui risque d'arriver par l'augmentation de ces prix de l'énergie? Et deux, est-ce que vous avez pris contact avec vos homologues des régions pour la répartition des fonds ETS et qu'en est-il des propositions concrètes d'utilisation de ces fonds en région bruxelloise? Merci Madame Nagy. J'invite M. Marron à me rejoindre à la tribune. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Alors, voilà, pardon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Nagy. Donc oui, on a bien pris connaissance, évidemment, de la situation un petit peu affolante de l'évolution des prix de l'énergie sur le marché mondial. Il faut bien se rendre compte que ça concerne l'ensemble de l'Europe, en tout cas, mais même l'ensemble du monde, et pas spécifiquement à la Belgique. Alors, à Bruxelles, ça risque d'impacter durement les ménages et ça nous préoccupe fort. On a touché d'ailleurs un mot en gouvernement la semaine passée. Alors, juste pour relativiser très légèrement, heureusement, la majorité des ménages sont dans des contrats fixes de 3 ans, puisque la législation bruxelloise oblige les fournisseurs à proposer des contrats de 3 ans. 65% des ménages pour le gaz, 55% pour l'électricité. Néanmoins, ça laisse encore une partie significative des ménages qui sont dans des contrats plus variables, et en tout cas, même ceux qui sont dans des contrats de 3 ans, une partie d'entre eux, un tiers, verront leur contrat arriver à terme cette année, donc sont susceptibles aussi d'augmentation. Donc la situation est réellement problématique. J'ai rencontré personnellement Bruegel, la FEBEG, mon cabinet a aussi rencontré la Task Force Urgence Sociale pour discuter avec ces différents acteurs de la situation et des pistes de solutions à mettre en œuvre. Il est trop tôt pour, je dirais, les dévoiler ici, mais on y travaille activement. Par ailleurs, on soutient évidemment l'extension du tarif social qui est portée par la ministre fédérale de l'énergie. C'est évidemment une des pistes de solution. Il est hors de question de laisser tomber les gens. Et effectivement, pour beaucoup de ménages, des augmentations de plusieurs dizaines d'euros, parfois dépassant 100 € par mois d'augmentation, sont simplement insoutenables et totalement insoutenables. Donc effectivement, on doit être vigilant à l'ensemble des réponses et au panel de réponses qu'on pourra apporter par rapport à cela. Et on le fera dans les prochaines semaines sur le budget ETS. Ils sont en discussion pour le moment. On espère un accord sur le burden sharing à la COP. Vous savez, c'est la meilleure occasion pour les ministres belges de négocier la COP. Je le dis avec un petit sourire, mais malheureusement, c'est un peu comme ça que ça se passe parfois. On espère atterrir, mais effectivement, l'idée d'utiliser une partie ou la totalité d'un certain nombre de budgets ETS non utilisés jusqu'à présent est une solution, en tout cas pour diminuer la facture énergétique par l'isolation des bâtiments ou d'autres mesures qui permettent de faire à la fois du social, d'avoir à la fois un impact social et un impact environnemental. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Marron. Madame Nagy, pour une réplique. Oui, donc je remercie le ministre pour le fait qu'effectivement on a une convergence de diagnostic. Donc
Je pense que c'est assez clair que l'urgence sociale est là. Je le réinterrogerai parce que les factures d'électricité et de gaz, c'est maintenant que les gens vont commencer à devoir les payer et à voir l'augmentation. Et je pense qu'il y a une urgence sociale réelle à Bruxelles. Donc, vous dites qu'il est trop tôt pour annoncer les pistes de réponse. J'aurai l'occasion de revenir sur le sujet parce qu'il me semble qu'il ne faut pas trop tarder. Sur le fonds ETS, j'espère que ça ne restera pas simplement dans une espèce d'effet d'annonce dans lequel on dit « Ah ben il y a 300 millions et on fait miroiter ces 300 millions » et finalement ça dépend d'une décision qui sera au mieux prise fin octobre pour la répartition des pourcentages entre régions et qui sera opérationnelle, j'espère, avant la fin de l'année et donc qui ne se traduira dans des possibilités d'investissement qu'au mieux l'année prochaine. Donc voilà, c'est quand même un petit peu désespérant par rapport à ces personnes qui vont, cet hiver, constater la hausse du montant de leurs factures de gaz et d'électricité. À suivre donc. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Nagy. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Monsieur Luc Van Kouwenberg concernant les mesures d'économie annoncées pour le budget 2022. Il est adressé à Monsieur le ministre Gatz. Et c'est Monsieur le ministre président Vervoort qui répondra. Monsieur Van Kouwenberg, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Voilà, le ministre Gatz, il a déclaré dans la presse qu'il y aurait 350 millions d'économies à partir du budget 2022. Je suppose que c'est une décision du gouvernement. Suite au renoncement de la taxe kilométrique, et parce qu'on veut arriver à un équilibre budgétaire en 2024, 2 tiers seraient absorbés de ces 350 millions d'investissements seraient absorbés par l'étalement des investissements en matière de mobilité et de logement. Alors, mes questions, c'est quels projets seront étalés? Quelles sont éventuellement les causes des retards? Et le ministre semble dire que c'est assez habituel. Mais alors, ça voudrait dire qu'il y a 350 millions qu'on aurait eu et qu'est-ce qu'on en aurait fait? Voilà mes questions. Merci. Merci, Monsieur Van Kouwenberg. J'invite Monsieur le ministre-président à la tribune pour répondre à la question de Monsieur Van Kouwenberg. Vous avez la parole, Monsieur le ministre-président. Merci, Monsieur le Président. Comme chaque année, nous allons entamer les travaux budgétaires et je dirais que, répondant en mon nom, chaque membre du gouvernement, je dirais, annonce ses priorités, ce qu'il souhaite voir réalisé ou pas. Et le ministre des Finances, naturellement, lui, il a une trajectoire budgétaire pluriannuelle avec une série d'objectifs budgétaires à réaliser et il est assez naturel et légitime qu'il les annonce. Après, il n'y a pas de projet qui va être sacrifié par rapport à tel autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, on regarde d'abord en termes de recettes ce qu'il y aura en plus ou en moins, et puis en termes de dépenses, ce qui pourrait être réalisé, ce qui pourrait être engagé et surtout liquidé durant l'année budgétaire qui arrive. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les travaux budgétaires auront lieu, sachant effectivement que des travaux, des investissements de grande importance, on le sait, s'étalent sur plusieurs années. À chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il ne s'agit pas ici d'avoir une recherche, je dirais, à tout prix de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, c'est de voir ce qui sera réalisable ou pas. Comme à chaque fois, ça n'est pas nouveau, mais comme ça, vous le savez pour les autres années, c'est toujours comme ça que ça se déroule. Et puis, une fois que le budget sera approuvé, vous aurez l'occasion à ce moment-là, de manière tout à fait légitime, de poser des questions, de faire vos remarques, vos critiques. Mais bon, voilà, peut-être rappeler que c'est toujours compliqué de parler des intentions des uns et des autres. Il faut attendre, ne répondez pas à ce genre de questions. Mais voilà, je ne peux que vous répondre cela. Merci. Merci, Monsieur le ministre-président. Monsieur Van Kouwenberg, pour une courte réplique. Oui, si j'ai bien compris que ce n'est pas encore une décision, qu'il y aura 350 millions d'économies. Mais donc sur l'étalement, bon, on sait que Bruxelles a besoin de beaucoup d'investissements publics en matière de logement et mobilité. Donc ici, au lieu de se battre pour que ces investissements se réalisent,
voilà, déjà d'avance, on dit qu'il y a 2 tiers des 350 millions qui ne seront pas investis. Donc je trouve ça quand même un petit peu un manque d'ambition de ce gouvernement. Ne préjugeons rien, les discussions sur le budget auront lieu et en général elles sont longues, donc je crois que c'est un peu prématuré. L'incident est clos. Het is nu de beurt aan mevrouw Sieltje van Achter voor haar vraag aan mevrouw Van den Brande en de heer Gats betreffende investeringen behouden in het kader van het Smart Move project. Je suppose que c'est monsieur le ministre-président qui répond. Quel privilège. Mevrouw Van Achter, u hebt het woord. Ja, het is een heel privilegie, meneer de minister-president, dat ik u een vraag mag stellen. Ik had natuurlijk graag ook minister Gats ondervraagd om het over zijn uitspraken ging. Gisteren in de ochtend, u heeft ongetwijfeld geluisterd, heeft minister Gats gezegd dat, naar aanleiding van de begrotingsbespreking, waar we het hier al over hadden, dat Smart Move er waarschijnlijk deze legislatuur niet komt. Dat alleszins voor 2022 de 250 miljoen euro aan inkomsten die voorzien waren voor Smart Move er niet zullen zijn. Dus dat er daar niet ander geld voor, andere besparingen, andere inkomsten moeten voor gezocht worden. En dat weten we ook dat minister Gats onlangs nog gezegd heeft dat hij wel 68 miljoen euro gaat uitgaven doen om Smart Move te realiseren. Ja, dat roept natuurlijk wel wat vragen op. Voor eerst, minister-president, die investering van 68 miljoen euro, hoe moeten we dat juist zien? Over hoeveel jaren wordt dat nu uitgerold? Worden er bijvoorbeeld van het jaar al camera's geïnstalleerd? Of is dat voor de komende jaren? Wanneer gaan die ook effectief werken? Dat is mijn eerste vraag. En ten tweede, er is ook een meerjarenbegroting. Ja, die zal waarschijnlijk ook moeten aangepast worden. Voorziet u nog inkomsten uit Smart Move, deze legislatuur, in uw meerjarenbegroting? Of worden ook al die bedragen geschrapt? En over hoeveel geld gaat dat dan? Meneer de minister-president, ik kijk echt uit naar een degelijk antwoord van uwentwege. Dank u, mevrouw Van Achter. Monsieur le ministre-président. Zo, van deze, dat zal beter zijn, 68 miljoen dient volgens de afspraken met Europa 51 miljoen geïnvesteerd te worden voor het einde van het tweede trimester volgend jaar. Deze investering zal ook dienen voor de ontwikkeling van de Smart Move app. Het doel is dat deze app in 2022 operationeel is. Voor het ogenblik gaan de hypotheses uit van 400 te installeren camera's gespreid te installeren over de jaren 2022, 2023. Een dynamisch systeem als de kilometerheffing moet plaats en uur van honderdduizenden verplaatsingen registreren. Het cameranetwerk zal dienen voor de handhaving, compliantie van het systeem. Voor de lage emissiezone volstaat een cameragordel rond de stad, maar voor Smart Move hebben we een meer dekkend cameranetwerk nodig om te voorkomen dat gebruikers de dans ontspringen. De begrotingsdiscussie is volop aan de gang, maar het lijkt inderdaad niet onredelijk om de inkomsten van Smart Move geramd op 250 miljoen op jaarbasis voorlopig uit de meerjarenbegroting te schrappen. Dit lijkt ons ook loyaal tegenover de andere gewesten met wie de gesprekken zullen herstarten na het advies van de Raad van State dat we verwachten medio oktober. Vorig jaar hebben we ze ingeschreven als politiek signaal dat het ons menens was en in de volle overtuiging dat een slimme kilometerheffing er vroeg of laat effectief komt. Ik dank u. Dank u, meneer de minister-president. Mevrouw Van Achter, voor een korte... Ja, dank u wel, meneer de minister-president. Het was een concreet antwoord, het was een goed antwoord. Maar ik vraag mij toch soms af in welke realiteit deze regering leeft. Ik heb heel grote bedenkingen, vragen, kritiek op het feit dat jullie 51 miljoen euro relancegeld besteden aan camera's die blijkbaar wel zullen geplaatst worden, want Europa vraagt dat die geplaatst worden. Maar voor een systeem dat niet in werking gaat treden, sowieso al niet deze legislatuur, hebben we nu vandaag gehoord. Dat doet mij denken aan die trajectcontrole die mevrouw De Baas had geplaatst in de Leopold II-tunnel. Maar toen ging het over 150.000 euro. Die camera's hingen er ook en die hingen daar en we hadden geen handtekening van de burgemeester. Weet u nog? Verloren investering.
68 miljoen euro camera's gaan investeren voor een systeem waar je niet eens een akkoord mee hebt met de andere buren en waar zoveel vragen over blijven bestaan. Ik vraag me echt met welk geld dat jullie bezig zijn, dat is geld van de belastingbetaler, dat beter anders geïnvesteerd kan worden. Dat op deze manier, dat is echt gewoonweg slecht bestuur. Dank u, mevrouw Van Achter. Het incident is gesloten. Nous passons à présent à la question de monsieur Ahmed Moussine. Sa question adressée au ministre-président Vervoort concernant la concertation avec les communes dans le cadre de la mise en œuvre du Covid Safe Ticket. Monsieur Moussine, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre-président, nous avons beaucoup parlé de la communication dans le cadre du Covid. Nous avons beaucoup parlé de l'unité qu'il fallait avoir à Bruxelles. Et je dois vous avouer que lorsque j'entends un certain nombre d'édiles locaux, je pense que cette communication n'aide pas. Alors je ne remets pas en question le travail qu'ils font. J'étais ce week-end à Saint-Josse, place Howard, et j'ai pu voir ce que le bourgmestre de Saint-Josse faisait, et il allait porte à porte aller chercher les citoyens. Donc je ne remets pas en question ça. Ce que je remets en question, par contre, c'est une série de sorties d'un certain nombre de bourgmestres qui font des classements et qui disent qu'il y a des mauvaises communes et de bonnes communes et que les mauvaises communes entraînent les bonnes communes dans le Covid Safe Ticket. Ce que je mets en question, c'est lorsque un bourgmestre sort et dit qu'il ne pourra pas appliquer le Covid Safe Ticket concernant les snacks parce que c'est mal fait, parce que les gens ne pourront pas aller faire pipi au café, enfin, des tas de choses. Et je me suis dit, mais il y a le CORES. Il y a le CORES. Et je suppose, Monsieur le ministre-président, que vous vous êtes concerté avec ces bourgmestres, que vous avez discuté, que vous avez expliqué, et qu'ils vous ont fait remonter une série de remarques. Et donc ma question, c'est, 1, vous ont-ils fait ces remarques lors du CORES? Y a-t-il eu des CORES? Parce que quand je lis ça, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu. Et comment vous allez intégrer leurs remarques? Je vous remercie. Merci, Monsieur Moussine. J'invite Monsieur le ministre-président à la tribune pour vous répondre. Bon, si on peut éviter les apartés. Sous-localiste. Sous-localiste. Mais, Monsieur Moussine, je pense qu'en partie, vous me posez des questions pour lesquelles vous avez les réponses, parce que le CORES s'est évidemment réuni la semaine dernière, le 15, je pense. Nous nous sommes réunis et nous avons eu une réunion très, très constructive. Et il y a eu donc un exposé qui a été fait par l'ensemble des équipes, à Mme Neven en particulier, et M. Marontet également présent, concernant la situation épidémiologique et donc les derniers développements en matière de l'implémentation du CST à Bruxelles. Chacun s'est exprimé positivement, et d'ailleurs c'était déjà le cas, je pense qu'il y avait une réunion fin août où les bourgmestres avaient déjà marqué leur volonté d'introduire le CST comme étant un outil intéressant, utile à différents niveaux. Il n'y a pas que la vaccination, mais il y a aussi la circulation du virus et aussi le fait qu'on ne peut plus se permettre un risque de fermeture d'un certain nombre de secteurs bruxellois qui font partie du tissu économique et qui ne se remettraient pas, je pense, d'une nouvelle fermeture. Donc, effectivement, vous avez raison sur cet aspect-là. J'ai pris connaissance. Mais snack, tout ça, ce qui est visé, c'est pas tant le fait d'aller acheter son sandwich puis de ressortir avec son sandwich, parce que je ne sais pas ce qu'on vise, mais ça fonctionne comme précédemment, il n'y a rien qui change. C'est le fait effectivement, à un moment donné, de consommer sur place, de rester assis, puisque le risque, c'est quand on est en mode statique et qu'on consomme. Donc, mais bon, soit, et sous le fait de contrôler, ben oui, non, contrôle, il doit y avoir. Et, nul n'est censé ignorer la loi, et donc il y aura des dispositions qui seront prises qui feront en sorte que les zones de police seront impliquées dans la mise en œuvre du CST, mais pas que. Et le but n'est certainement pas d'y aller, je dirais,
de manière répressive. Il y a tout un travail de formation, de conviction. Vous avez rappelé effectivement, je crois, le travail qui est fait par les bourgmestres, le travail de terrain. J'ai pu le constater ce week-end aussi. Et c'est vrai que c'est un travail de fourmi. Hein, je veux dire, on se rend bien compte qu'au bout d'une journée, on se réjouit qu'on ait pu vacciner 80, 100, 120 personnes. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je ne peux que remercier toutes celles et tous ceux qui se dévouent au quotidien pour faire avancer les chiffres et le nombre de personnes vaccinées ici à Bruxelles. Et on sait combien c'est compliqué. Et aujourd'hui, on peut le dire, mais on le savait nous, mais on n'allait pas trop communiquer là-dessus. On le voit aussi dans d'autres parties du pays. La situation n'est pas très, très différente. Hein. Quand on évoque l'environnement urbain, ce sont les mêmes questionnements, les mêmes atermoiements, les mêmes difficultés, les mêmes constats socio-économiques. Tout ça n'est pas propre à Bruxelles. Mais bien souvent, évidemment, Bruxelles, et c'est logique, c'est la capitale et le nombre est plus important, mais ça n'est pas propre à Bruxelles. Les Bruxellois ne sont pas à stigmatiser par rapport à d'autres. Je pense que ce sont des phénomènes qui dépassent des simples analyses assez, je dirais, courtes et finalement pas suffisamment étayées. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui me concerne, mais je pense qu'Alain Marron pourra encore vous répondre, pas à vous, mais à d'autres en ARCC sur d'autres questions d'actualité liées à l'épidémie et au CST. Voilà ce que je pouvais vous répondre. Merci, M. Vervoort. M. Moussine. Écoutez, je vous remercie pour vos réponses et je pense que le travail fait sur le terrain est important, mais que la communication l'est tout aussi. Et qu'aujourd'hui, le bruit qui est créé par différents discours, j'ai encore lu un article aujourd'hui où un échevin se posait la question sur les lieux de culte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser la question, mais lorsqu'il y a un lieu comme le Corrèze où on peut discuter et puis ensuite sortir de manière unie sur un discours unique, je trouve que c'est sain. Et aujourd'hui, ce bruit n'aide pas. Et je pense que si vous avez l'occasion au prochain Corrèze de rappeler la nécessité d'unité du discours, je pense que c'est assez important. Je vous remercie. Merci, M. Moussine. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Mme Anne-Charlotte Durcel, relative au projet de fermeture du boulevard de la Woluwe par la région flamande et l'implication éventuelle pour la région bruxelloise. Question qui est adressée à Mme Elke van den Brand. Madame Durcel, vous avez la parole. Bonjour, Madame la Ministre. Chers collègues, la presse a rapporté la semaine dernière, vous l'avez lu comme moi, l'inquiétude de l'administrateur délégué des cliniques Saint-Luc à propos de la fermeture envisagée par la Flandre de l'une des principales voies d'accès directes et performantes à Bruxelles. C'est d'autant plus vrai que le boulevard de la Woluwe est considéré comme l'un des 6 axes majeurs d'entrée à Bruxelles par le PRDD et par Good Move en réalité. Et en janvier dernier, lors de ma dernière question qui vous était adressée, Madame la Ministre, vous me répondiez que des études étaient en cours, que des rencontres avaient lieu avec différents acteurs et qu'un mémorandum d'entente était en préparation. Mais depuis le mois de janvier dernier, d'autres éléments sont à prendre en compte. 4 bourgmestres de communes de Bruxelles et de communes de Flandre ont manifesté leur opposition. 4 conseils communaux ont voté des motions contre la fermeture de ce boulevard et une consultation a été organisée par la Werkvennootschap pour le compte de la Flandre du 25 juin au 23 juillet. Une consultation d'ailleurs qui pose beaucoup de questions en termes de périmètre de distribution du côté bruxellois. Il y a eu pas mal d'erreurs au niveau des schémas des scénarios proposés, de la langue et j'en passe. Alors, mes questions, qu'a donné cette consultation de la Werkvennootschap? Qu'avez-vous fait depuis le 23 juillet pour vous concerter avec les Bruxellois, les habitants, mais aussi les communes, évidemment, les entreprises, Bessie, les cliniques Saint-Luc, le plus grand employeur privé de la région bruxelloise, et où en est ce que vous appelez votre mémorandum d'entente avec la Flandre? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci, Madame Durcel. Madame la Ministre. Alors la question... je attendrai qu'elle...
La question essentielle du projet de réaménagement du ring est évidemment suivie de très près de mon administration Bruxelles Mobilité, de mon cabinet et aussi de moi-même, évidemment. Nous sommes bien entendu aussi en contact avec les acteurs que vous nommez aussi avec l'UCL au sujet de ce projet et de l'impact possible sur son personnel, les étudiantes, mais aussi ses visiteurs. Je pense que c'est important à dire sur les actions qu'on a mis. Le Bruxelles Mobilité a coordonné un avis conjoint sur la proposition du gouvernement flamand avec d'autres administrations régionales. Cet avis a été approuvé par le gouvernement bruxellois la fin du mois de juillet et a ensuite été envoyé au gouvernement flamand. L'avis a été rendu dans le cadre de la note de Scoping Nota 2 sur le Ring Nord. Vous avez aussi demandé une question orale et plusieurs députés ont aussi posé des demandes d'explication sur le même sujet. Alors, je suppose que ce sera encore l'ordre du jour de notre commission de mobilité prochainement. Sur le contenu de cet avis, je pense que ça vous intéresserait évidemment. Alors, l'avis du gouvernement dit notamment que nous nous inquiétons cependant de l'articulation entre les objectifs partagés et les alternatives et variantes pour les rings encore à l'étude par la région flamande, ainsi que les critères arrêtés pour les évaluer. Et en ce qui concerne la partie spécifique, à savoir la zone des Zaventem-Kraïn et Moulwe-Saint-Lambert, la R22, c'est aussi le même problème. Attention, les mesures proposées par la Flandre concernant le R22 ne peuvent en aucun cas être considérées comme acquises. À cet égard, nous demandons aussi des études spécifiques menées conjointement avec les deux régions pour ce genre de projet. Il convient donc de poursuivre les concertations, évidemment, afin d'arriver au lancement des études conjointes entre les deux régions. Et en ce qui concerne, j'ai encore dit, le Memorandum of Understanding global, il n'y a pas encore un accord sur le document en gros, mais ça nous n'empêche pas de conclure déjà des accords spécifiques et de mettre en œuvre des projets spécifiques, en outre, par exemple, sur le Ring Trambus et des autres. Merci, Madame la Ministre. Madame Durcel. Oui, merci pour vos réponses. Disons que on voudrait en savoir plus sur l'avis conjoint que Bruxelles Mobilité a envoyé à la région flamande. Est-ce qu'il y a moyen de nous le transférer de façon à ce qu'on puisse voir exactement de quoi il en est? Parce qu'évidemment, nous, on est très inquiets par rapport à ce qui concerne et la fluidité dans Bruxelles et la sécurité routière aussi, parce que une fermeture impliquerait non seulement une congestion qui n'existait pas sur certaines artères bruxelloises, le renforcement d'une congestion qui existe déjà sur certaines artères, et entre autres sur les deux échangeurs, que ce soit de l'autoroute de Liège et la sortie de Crenem. Alors, nous, on aimerait vous entendre aussi sur toutes les alternatives possibles concernant les parkings de transit, concernant le tramway jusqu'à Zaventem, mais aussi la possibilité d'avoir Rodebeek jusqu'à Bordet ou Mounier jusqu'à Reyers. Tout ça, on aimerait avoir une vision claire par rapport à ça. Aujourd'hui, il est hors de question, d'après en tout cas toutes les communes limitrophes, de fermer cet axe. Il faut trouver au sein de ce boulevard de la Woluwe une formule qui puisse contenter tout l'est de Bruxelles, parce que c'est vraiment un pôle économique extrêmement important, et puis de très nombreux Bruxellois riverains qui en paieraient les pots cassés. Et vraiment, je vous demanderai, Madame la Ministre, de pouvoir m'envoyer donc cet avis dans des délais rapides pour éviter évidemment toutes ces conséquences hautement préjudiciables à Bruxelles. Merci. Merci, Madame Durcel. L'incident est clos, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Non, ça sera repris dans la commission. Évidemment, les décisions du gouvernement sont ouvertes. Alors d'accord, on peut transmettre tous les documents qui sont ouverts. Merci. L'incident est clos. We gaan nu verder met de twee bijgevoegde vragen. De vraag van de heer Dominique Lotenstal betreffende maatregelen genomen ter bestrijden van het geweld tegen politiediensten naar aanleiding van een recent voorval aan de heer Vervoort, et la question jointe à celle de M. Lotenstal, de M. Weizmann, concernant les mesures envisagées en vue de renforcer la sécurité des forces de police. U hebt het woord, meneer Lotenstal. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister-voorzitter, vorige zondag, tijdens de autoloze zondag, werd de politie aangevallen op de Antwerpse Steenweg door jongeren om een arrestatie te verhinderen. Ze werden
geslagen en geschopt. Gisteren was het geweld van een heel ander kaliber toen de politie bij een verkeerscontrole in Molenbeek werd aangevallen met een autokrik, waarbij 5 politiemensen werden gewond, waarvan 3 nogal ernstig, mogen we zeggen. En er waren videobeelden van het gebeuren, waardoor eigenlijk de feiten niet geminimaliseerd kunnen worden. Mag ik er toch even op wijzen, collega's, dat in het verleden nogal wat collega's, vooral van de linkerzijde, zich laagdunkend hebben uitgelaten over de politie. Dat ook de conclusies van de hoorzittingen in dit parlement over de relatie tussen burger en politie nogal stigmatiserend waren aan het adres van de politie en dat een en ander nogal sfeerscheppend was en een teneur creëert die niet wenselijk is. We hebben gisteren opnieuw kunnen zien, helaas, hoe het er in de realiteit echt aan toe kan gaan en hoe de politie vaak slachtoffer is van excessief geweld, van enkelingen of van groepen die menen dat ze heer en meester zijn in onze straten. Het gebeuren werd ruim veroordeeld, ook door linkse politici, alhoewel ze dikwijls aan de basis lagen van foute uitspraken in het verleden. Nu, ik zou willen weten, meneer de minister-voorzitter, de zoveelste keer stel ik die vragen misschien, maar misschien kan er eindelijk eens doortastend worden opgetreden en doortastend worden gereageerd, want ik heb van deze regering tot op heden geen enkele reactie gezien, nergens. Dus ik zou willen weten, welk signaal gaat deze regering uitsturen, gaat u uitsturen, om duidelijk te maken dat u de politie steunt, dat u achter het politiekorps staat en dat u elk geweld ten aanzien van die mensen veroordeelt. En ten tweede, wat zal u eraan doen, meneer de minister-voorzitter, om er bij het federale niveau op aan te dringen, opdat er werk zou worden gemaakt van maatregelen die daadwerkelijk criminaliteit ten aanzien van onze politiemensen aanpakken en mensen die andere veiligheidstaken vervullen aanpakken. Ik dank u bij voorkeur. Dank u, meneer Lootenstal. Monsieur Weitsman. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, encore, j'ai envie de dire, encore une agression, des agressions graves à l'encontre des policières et policiers, celles et ceux qui mettent leur vie en danger justement pour assurer notre sécurité. C'est inacceptable, vous l'avez dit, il faut maintenant évidemment qu'on le fasse, qu'on agisse. Premièrement, au nom de mon groupe MR, je souhaiterais simplement être en pensée, en soutien avec ces policières et policiers et avec leurs familles. Aussi remercier celles et ceux qui sont intervenus, les habitants de ces quartiers, directement pour venir en aide, effectivement, à ces policiers blessés. Mais je pense, Monsieur le Ministre-Président, qu'on a trop longtemps laissé faire. Je pense aussi, Monsieur le Ministre-Président, qu'on a trop longtemps laissé dire parfois les pires choses à l'encontre de la police, parfois même ici au sein de cet hémicycle où on remettait en cause l'exemplarité de cette police et je pense que c'est un très mauvais signal. Il faut agir et je vous demande d'agir sur 3 volets. 1, il faut qu'ensemble on réfléchisse à renforcer clairement les sanctions à l'encontre de celles et ceux qui s'en prennent à la police. Oui, Monsieur le Ministre-Président, je pense qu'on doit aussi renforcer le respect vis-à-vis de la police, le respect vis-à-vis de l'uniforme et je pense aussi qu'on doit réfléchir à renforcer les formations, en particulier pour les jeunes policiers, pour les jeunes policières qui sont de plus en plus confrontés effectivement à ce manque de respect, à ces agressivités inqualifiables. Alors je sais, Monsieur le Ministre-Président, que depuis la 6e réforme de l'État, vous avez toutes les compétences, je dis bien toutes les compétences, pour coordonner, pour faire, pour agir, en partenariat, en coordination avec les zones de police ou avec la ministre de l'Intérieur. Donc je ne vous demande pas de dire, s'il vous plaît, je vous demande aujourd'hui de faire et de faire plus pour la police. Merci, Monsieur Weitsman. Monsieur le Ministre-Président. Merci, Monsieur le Président. Première chose, ça va de soi, mais on m'a indirectement posé la question. J'ai, au nom du gouvernement, adressé un message au chef de corps de la zone Bruxelles-Ouest pour manifester tout notre soutien et toute forme de condamnation par rapport aux actes qui ont été perpétrés
Je pourrais vous dire ça à chaque fois, mais bon, manifestement, ça ne percute pas chez certains. Et donc, alors, la question qui est posée va évidemment au-delà, je dirais, des faits commis. On le sait, tout ça fait partie, je dirais, d'un état d'esprit où on constate l'émergence d'une défiance à l'égard des autorités publiques en général. Ça va, on parlait tout à l'heure de la vaccination, on sait que pour une part, le fait de ne pas se faire vacciner participe aussi de cette image négative, de la méfiance naturelle qu'on a à l'égard des institutions. Et donc on est, et je pense que notre Parlement s'est réuni d'ailleurs au niveau de sa commission Affaires intérieures pour se pencher sur cette question des rapports entre citoyens et je dirais autorités publiques en général, puisque ce que vous relevez là peut être dupliqué avec le SIAMU, avec les services d'intervention d'urgence. On constate effectivement toujours une espèce de tension. Alors, en général, ça ne va pas très très loin, mais évidemment, des faits comme hier, on est largement au-delà de ce qui peut être accepté et qui nécessite évidemment une réponse judiciaire. Et donc, bon, vous le savez, M. Wetzmann, ce n'est pas encore moi qui prononce les jugements ou qui décide de mettre en détention préventive. Vous me dites de faire, mais bon, je peux dire voilà ce que je ferai. Mais je suis aussi respectueux de la séparation des pouvoirs et il ne m'appartient pas d'aller porter un jugement sur la suite judiciaire qui sera donnée, même si, en mon fort intérieur, j'espère que les sanctions seront exemplaires comme à chaque fois. Parce que sanctions, il doit y avoir, il n'y a pas l'ombre d'une discussion par rapport à ce qui est relevé ici. Donc, je pense qu'à part faire de l'autodéclaration pour dire ce qui doit être, oui, c'est vrai, c'est une évidence, mais c'est tout le chemin dans un État comme le nôtre qui fait que parfois on peut avoir le sentiment, l'impression que la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur des faits qui ont été commis. Et donc, je crois que ça nous préoccupe tous, et vous l'avez dit, que ce soit le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, enfin tout niveau de pouvoir confondu, parce que ça part de la prévention et ça va jusqu'à la dimension répressive, et donc c'est un effort commun qui doit être réalisé par tout un chacun pour contribuer à la restauration d'une espèce de, en tout cas d'un respect plus grand par rapport à l'autorité publique au sens large. Et donc, nous agissons évidemment dans le cadre de ce que nous pouvons faire. Quand on peut faire, on fait, que ce soit les investissements qui sont dédicacés au plan de prévention, au plan de sécurité et de prévention. Donc on vient en aide, on vient en support aux zones de police. Nous le faisons. On a d'ailleurs, ça vous le savez, investi énormément dans le centre de crise qui fonctionne dans la plus grande satisfaction de tous. Au niveau de la formation des policiers, peut-être vous le savez, hein, mais le programme de formation des policiers n'est pas défini et n'est pas déterminé par la région. C'est un programme qui est défini au niveau fédéral. Donc la formation des agents de police relève exclusivement du fédéral. Je peux envoyer un courrier, ça sans problème, pour demander à Mme Verline de changer son programme, mais ça relève du fédéral. Ce que nous pouvons faire, et ça je l'ai encore répété récemment en commission Affaires intérieures, ce que nous pouvons faire, c'est complémentairement, si les zones de police le souhaitent, c'est financer, c'est mettre en œuvre des formations spécifiques au caractère urbain de la fonction ici, au sein des 6 zones de police bruxelloises. Ça, c'est fait. Alors après, il faut évidemment qu'il y ait une demande qui soit aussi réalisée et formulée par les zones de police. En donc, aansluitend op de zonale plannen van de politiezones heeft het gewest het nieuw globaal veiligheids- en preventieplan uitgewerkt. En een van haar maatregelen bestaat er precies in dat in die context specifieke aandacht zal uitgaan naar geweld tegen het personeel van de preventie, veiligheids- en hulpdiensten. Onder dit thema hoort ook het actieplan rond agressie tegen hulpverleners van de brandweer. Ik wijs erop dat in het gewestelijk plan alle resoluties van het parlement, het Brussels parlement, verwerkt zijn die als doel hebben de relatie tussen de burger en de politie te verbeteren. Et donc, effectivement, nous portons aussi beaucoup d'espoir dans la réalisation du projet régional LISA qui permettra aux antennes de sécurité intégrale de réunir dans un même bâtiment des policiers, des gardiens de la paix, des représentants de la propreté publique, des partenariats entre les écoles et maisons de jeunes, tel que ça a été fait. J'en ai inauguré un à Anderlecht un peu avant les vacances. Donc cette idée de rassembler, de donner finalement ce message, l'autorité publique, c'est une seule chose, indivisible. Ça va du gardien de la paix jusqu'au policier, en passant par tous ceux qui finalement, je dirais, consacrent leur carrière au bien public, au bien général.
Het globaal plan voorziet tevens in een analyse van het geweld tegen politie en hulpdiensten. De beschikbare gegevens die aan BPV worden meegedeeld moeten, meer dan vroeger het geval was, zicht bieden op de reële toestand op het terrein dankzij het instrument MISI, melding incidenten, signalement incident, dat aan het personeel van de politiezones van de federale bestuurlijke politie en sinds kort ook aan de gerechtelijke politie ter beschikking wordt gesteld. Het gaat om een gebruiksvriendelijk registratieinstrument dat gebruikt wordt bij de opmaak van processen verbaal. Daarbij worden de gegevens ingevoerd aan de hand van 3 in te vullen rubrieken: geweld tegenover de politie, legitiem geweld door de politie en diefstal, verlies van politieuitrusting. Op grond van de geregistreerde gegevens kunnen algemene statistieken worden gepubliceerd die maandelijks worden geüpdate. Het instrument biedt aan elke politiedienst de mogelijkheid zijn eigen statistieken op te stellen en zijn eigen kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitvoeren. Bovendien bij deze statistieken heel nuttig om gewelddaden die tegen of door politieagenten gepleegd worden te analyseren en om parlementaire vragen over de werking van de politiediensten te beantwoorden. Naast de melding van de gewelddaden met behulp van MISI stelt het register van feiten van derden het personeel van de politiediensten in staat hun werkgever, al dan niet anoniem, in kennis te stellen van daden waarvan zij het slachtoffer zijn geweest. Het bijhouden van dit register door de preventieadviseur vloeit voort uit de wet op het welzijn. Het register van feiten van derden helpt de werkgever de meest geschikte preventieve maatregelen te nemen tegen alle vormen van geweld door personen van buiten de organisatie. Voilà les initiatives qui sont prises, auxquelles nous allons évidemment faire le maximum pour qu'elles soient implémentées le plus largement possible dans l'ensemble des zones de police qui devraient participer effectivement à ce sortiment. Pour le reste, voilà, on ne peut que condamner ce genre de fait. Et comme je vous l'ai dit, dans l'état dans lequel nous vivons, et heureusement nous vivons en démocratie, faire confiance à celles et ceux qui seront chargés des suites judiciaires qui seront apportées à cet événement. Merci, Monsieur le ministre-président. Alors, meneer Lotenstaal. Ja, meneer de minister-voorzitter, ik ben van mening dat de overheid niet alleen de feiten moet veroordelen, maar dat het bijzonder belangrijk is dat de overheid zich in deze burgerlijke partij stelt, omdat dat in feite het ultieme signaal is aan het politiekorps dat de overheid achter het korps staat. En het is mij niet helemaal duidelijk wie dat in deze zal doen. Ja. 2, ik denk dat de impact van dat soort feiten op de recrutering van politiemensen wordt onderschat. En 3, wat volgens mij ook bijzonder wordt onderschat, dat is het menselijk leed dat achter dit soort gebeurtenissen schuilgaat bij de slachtoffers en de directe omgeving van de slachtoffers, maar ook het onbehagen dat, denk ik, zich meester maakt van het ganse Brusselse politiekorps. En om te eindigen, meneer de voorzitter, zou ik graag Vincent Gilles van de VSOA SLFP Politie willen citeren. En hij zegt over de feiten: c'est le résultat indubitable de plus de 40 ans de gabegie politique avec un électoralisme s'appuyant sur des diasporas et ce faisant permettant à une marge de la société, c'est-à-dire les criminels, de s'établir et de croire que la rue leur appartient. Voilà, meneer de minister-voorzitter, ik denk dat ik het niet beter zou kunnen zeggen. De verantwoordelijkheid van de politiek in deze is bijzonder groot. Okay. Het is daarom hoog tijd dat het roer wordt omgegooid. Monsieur Lotenstaal. Monsieur Heitzmann. Oui, je vous remercie, Monsieur le Ministre-Président. Alors, la moindre des choses, c'est que je n'ai pas du tout été convaincu parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de méfiance. Ici, on parle d'un problème, ce sont des agressions et des agressions graves. Donc, ce n'est pas un problème de méfiance par rapport à l'ordre public. Vous avez commencé à dire qu'il y avait un problème général de méfiance par rapport... Mettez peut-être le micro, Monsieur le Ministre-Président. Parce que...
enfin, c'est assez énervant ce genre de procès d'intention, comme si je minimisais quelque part, on laisse à penser que... Non, absolument pas. J'ai commencé par dire ce qu'il en était, et puis j'ai élargi la question. Mais je commençais aussi par l'introduction, puis j'allais élargir également pour mon propos, mais je vous en prie, allez-y. Sous-estimé. Et donc, je pense qu'il faut que les choses soient dites clairement. Ici, ce sont des agressions qui sont particulièrement graves, donc ça va bien au-delà d'un problème de méfiance. Et donc, on doit aussi répondre de façon proportionnée. Et donc, je n'ai pas entendu de réponse par rapport au manque de respect, notamment vis-à-vis de l'uniforme et de la police et des policières. Je sais que la commission intérieure s'est penchée largement sur cette question et je n'ai pas encore entendu d'actions concrètes qui seront menées, notamment par votre gouvernement. Quant aux formations, effectivement, vous avez bien répondu, je vous remercie, mais j'ai cru comprendre, donc je vous poserai une question par rapport à cela, que vous avez l'air de dire que quelques zones de police ne sont pas finalement intéressées par des formations complémentaires. Or, toutes les zones de police que j'ai rencontrées sont en demande de ce type de formation. Moi aussi, mais je ne sais pas qui vous avez rencontré. Moi, c'est les chefs de zone qui sont concernés. On les interroge, on demande aux zones de définir les programmes qu'ils souhaitent voir développés, et nous le faisons dans la mesure des moyens. Ça s'arrête là, et ce n'est pas des discussions qu'on peut avoir dans un couloir ou ailleurs. Moi, je vous parle des choses qui... Donc on doit très clairement, comme on l'avait dit, renforcer les formations. Je vous ai clairement demandé pour les jeunes policières et policiers, et vous nous avez dit pour autant, évidemment, que les zones de police le demandent. Et je vous dis d'emblée que toutes les zones de police vous le demandent. Vous me permettrez de ne pas me contenter de votre affirmation, hein, franchement. Et donc, mais je dirais, M. Wetzman m'a dit que vous étiez tous favorables là. Faites-moi une proposition, parce qu'il y a un financement qui est dégagé à ce moment-là, et je ne voudrais pas que la région fasse des dépenses et se retrouve avec 2-3 élèves et rien de plus. Il faut aussi savoir qu'un certain nombre de zones de police, dont celle de la vôtre, organisent par elles-mêmes une série de formations, parce qu'elle a la taille critique pour le faire. Il y a toute une série de formations qui sont réalisées par la zone Bruxelles-Capitale-XL, centre de formation propre, où j'imagine, mais peut-être vous pourriez poser la question au conseil communal ou au conseil de police, j'imagine que ça se fait aussi et qu'un certain nombre de zones réalisent aussi ce genre de formation. Voilà, nous on propose pour celles qui ne sont pas nécessairement en capacité de le faire. Voilà, je vous remercie. Allez, nous avons plus que passé du temps. On est dans le format de questions d'actualité. Donc, l'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Madame Lefranc, adressée à Monsieur Marron, relative à la présence d'un dépôt d'immondices boulevard Maurice Lemonnier. Madame Lefranc, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je me suis rendue la semaine dernière dans le quartier Stalingrad, Lemonnier, et j'ai été atterrée de découvrir un... Oui, mais j'ai été, moi, la semaine dernière. Oui, voilà. Mais si vous permettez... On laisse Madame Lefranc poursuivre. Allez, on laisse Madame Lefranc poursuivre. Elle a déjà que 2 minutes. Allez. Madame Lefranc, poursuivez. S'il vous plaît, on laisse Madame Lefranc poser sa question dans les bonnes conditions qui ont été celles que les collègues ont eues pour poser les leurs. Vous avez la parole, Madame Lefranc. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme je disais, je me suis rendue la semaine dernière dans le quartier Stalingrad et Lemonnier, et j'ai été complètement atterrée de découvrir une décharge à ciel ouvert. Donc, il y a 3 points de cette décharge. Il n'y a pas seulement du côté de Lemonnier, mais il y en a aussi du côté du boulevard Poincaré et puis à l'avenue Stalingrad également. Si vous me permettez, je vais vous dépeindre un peu la situation. Donc, vous avez cette décharge à ciel ouvert où les gens viennent entreposer, déposer, jeter des poubelles, des dépôts clandestins. C'est devenu un vide-grenier pour certains. Et elle est nettoyée par les services de Bruxelles Propreté. Donc ça engendre quoi? Ça engendre bien sûr des odeurs insupportables. Il y a même les rats ne se cachent plus. C'est une situation insoutenable, 1 pour les riverains, 2 pour les commerçants. Vous pensez bien que ce genre de paysage à ciel ouvert, c'est pas très attractif pour le quartier, surtout un quartier qui a du mal à redémarrer suite à des secteurs qui ont été fermés pendant de longs mois. Vous avez face à cette situation aussi l'image de Bruxelles, l'image pour un touriste, l'image pour un visiteur d'un jour, de trouver un paysage comme celui-là. Moi, je vous avoue que j'ai été vraiment, au-delà d'être scandalisée, j'ai été étonnée et je voudrais donc comprendre, c'est l'objet de mes questions aujourd'hui,
comprendre d'abord comment on est arrivé à une solution comme celle-là. Alors c'est vrai, il y a des travaux, il faut rappeler, il y a des travaux qui sont du nouveau métro qui sont à l'avenue Stalingrad, mais on peut anticiper, c'est des travaux qui durent depuis des mois, qui vont rester des années, donc on pouvait prévoir quand même une solution qui puisse être tenable pour tout le monde. Donc voilà, j'aurais 3 questions à vous poser, Monsieur le Ministre. La première, c'est la question comment en est-on arrivé là? La deuxième, il y a plusieurs acteurs autour de ce dossier. Quelle a été la concertation qui a été organisée en amont? J'ai pu découvrir, tout comme vous dans la presse, la réaction de l'Échevine en charge de la propreté publique qui se dit totalement dépassée et qui n'a jamais cru dans cette solution, de la STIB qui attend des box qui doivent arriver, et de votre porte-parole qui dit on essaye de verbaliser, mais bon, on ne peut pas. Bon, on est en plus en train de culpabiliser les riverains, parce qu'on sait très bien qu'un dépôt à ciel ouvert, la saleté appelle la saleté. Donc, est-ce qu'on doit culpabiliser une fois de plus encore des commerçants et des riverains, ou est-ce qu'on doit venir avec des solutions viables? Et alors, ma dernière question, c'est quelle est la solution que vous proposez, Monsieur le Ministre? Merci, Madame Lefranc. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lefranc. Effectivement, vos questions et un certain nombre de réponses figuraient dans la presse ce matin déjà, puisque les administrations en charge ont répondu à un certain nombre de vos questions relayées par le journaliste. Alors, c'est vrai que la zone Midi, en général, c'est un exemple de zone mal gérée entre les pouvoirs publics, surtout au niveau de la propreté publique et de l'état général, c'est très clair. C'est aussi pour ça qu'on a lancé en février dernier un projet pilote de manager public de zone, en identifiant la zone Midi avec Litz, Mont-des-Arts, Flagey, comme des zones problématiques où il fallait véritablement coordonner l'action des pouvoirs publics. L'heure est de fait à l'action, et je suis d'accord avec vous, il faut des résultats qui soient plus probants. Ici, effectivement, c'est essentiellement lié au chantier du métro. Vous l'avez vu, c'est un chantier vraiment d'ampleur, dans une zone où on continue à se déplacer un peu comme avant et où les commerces continuent à fonctionner. La gestion de tout cela est malheureusement complexe, mais doit s'améliorer. Et donc, les cabinets de Mme Van den Brandt, le mien, la ville de Bruxelles travaillent à des solutions concrètes. Je dois quand même vous dire qu'il y a déjà 6 points de collecte qui sont installés aux abords du chantier, aux extrémités du chantier, pour permettre aux riverains et aux commerçants de déposer leurs déchets les jours de collecte. Malheureusement, on constate qu'il y a des dépôts en dehors des jours de collecte, ce qui est une forte négligence, malgré la sensibilisation qui est en cours. La STIB a engagé 2 ETP pour le suivi de la propreté sur le terrain, et ils le font. On va mettre en place des nouveaux systèmes de collecte qui seront fermés à clé, pour répondre à une demande des riverains de ne plus laisser les dépôts si directement accessibles, puisque ça engendre effectivement du dépôt clandestin. Ils seront équipés de grillages et ne seront ouverts que les jours de collecte, en espérant dès lors éviter les dépôts clandestins en dehors des jours de collecte, parce qu'en fait c'est ça qui pourrit la situation, c'est des dépôts clandestins en dehors. De manière plus générale, et vous le savez, on travaille avec Bruxelles Environnement, augmenter les contrôles de la législation environnementale, y compris sur la propreté, et augmenter la sensibilisation. La ville de Bruxelles, en collaboration avec Bruxelles Environnement, a effectué autour des derniers mois des actions de contrôle des contrats commerciaux, parce que malheureusement les dépôts clandestins sont le fait de citoyennes et de citoyens, mais aussi d'un certain nombre de commerçants qui ne respectent pas la législation. Et donc, voilà, on fait aussi des fouilles dans les dépôts clandestins, histoire de retrouver les personnes qui ont fait ces dépôts clandestins. Et donc, ce vendredi encore, nos différents cabinets ont une réunion de travail pour accélérer la mise en œuvre de solutions concrètes à court terme, parce qu'effectivement, vous avez raison, la situation de terrain en soi n'est pas acceptable. Merci, Monsieur Marron. Madame Lefranc. Oui, excusez-moi, Monsieur le Ministre. Donc, vous allez mettre un grillage ou est-ce que vous allez installer des box ou en fait, quel type vous n'avez pas répondu à ma question. Ce qui est envisagé, ce sont donc des box grillagées fermées qui ne sont ouverts que les jours de collecte, pour qu'on ne puisse pas y déposer des déchets en dehors des jours de collecte. Oui, mais ils vont avoir un support ou parce que ça... Je ne vais pas vous répondre ici maintenant dans le cadre d'une question d'actualité sur le design de ces objets. Je n'en ai pas l'information.
Ce n'est pas une question de design, monsieur, c'est une question de propreté publique. Et si ce sont des grillages qui sont ouverts, on reste toujours dans la formule d'une déchetterie à ciel ouvert. Donc ça ne change pas. Si vous dites que vous installez seulement un grillage, c'est totalement insuffisant. Moi, je pensais que vous allez parler de conteneurs où on n'aura pas d'écoulement, on n'aura pas de saleté et on n'aura pas de rats. Donc ce n'était pas du design, ma question. D'objets fermés. J'ai cru entendre fermés. Pour le design, je propose que vous reveniez en commission, une question sur le design, etc. plus tard. Peut-être pas dans le format question d'actu. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, si vous permettez, Monsieur le Président, je voudrais pouvoir répondre. Est-ce que vous avez visité, vous avez été sur les lieux, Monsieur le Ministre? Parce que je pense que vous devez vous rendre sur les lieux pour prendre conscience de la situation. Et puis, vous me dites, oui, on se concerte entre nous. Très bien, j'apprends que vous avez nommé des managers publics. Mais ils font quoi, ces managers publics? Parce que la situation, vous l'avouez vous-même, que tout ce quartier, la situation de la gestion est désastreuse. Qu'est-ce que votre manager public a fait? Puisqu'en plus, vous dites que ça fait des mois qu'il est là. Et puis, deuxièmement, vous parlez de comités. Alors, je vais vous dire, moi, je vais vous donner un petit scoop. Il y a des comités de concertation chaque 15 jours dans le quartier. Ni votre cabinet, ni votre administration ne s'est jamais ou n'a daigné participer à ces réunions de quartier qui sont rassemblées avec des riverains et des commerçants. Donc en termes de concertation d'acteurs, parce que moi, vous me dites que je réagis très vite et que je viens avec une question encore aujourd'hui, mais moi j'entends la réponse aussi bien de l'Échevine qui est complètement débordée, qui dit que ça n'a jamais été une solution viable, de la STIB qui attend des box, et de votre propre porte-parole qui n'a qu'une seule réponse, c'est de dire on essaye de verbaliser. Mais à partir du moment où on prend une option d'une décharge ouverte, automatiquement, vous aurez de la malpropreté et c'est sûrement parfois même pas les riverains ni les commerçants. Cette situation demandait de votre part une prise en charge en urgence et ne venez surtout pas me dire qu'il y a une concertation, ça fait des mois qu'il y a des travaux, on savait très bien qu'on allait se retrouver dans une situation comme celle-là. Et je vais clôturer en disant, ce quartier mérite mieux en termes de politique de propreté et ça ne sert à rien de toujours avoir la politique. Je ne suis pas responsable, ce sont les autres. Ok, je vous remercie. Madame Lefranc, l'incident est clos. Je vais suspendre notre séance du Parlement régional bruxellois et je vais réouvrir la séance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Et nous allons donc démarrer par notre séance de questions d'actualité. En we beginnen met de vraag, actualiteitsvraag van mevrouw Rochette aan meneer Marron betreffende COVID-19-maatregelen van het Verenigd College in het licht van de recentste aanbevelingen van de deskundigengroep GEMS. Mevrouw Rochette, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, op 17 september heeft het overlegcomité beslist over verschillende versoepelingen in zaken corona. Mondmaskerplicht wordt afgeschaft in horeca en winkels. De discotheken kunnen terug open na 1,5 maand sluiting. Natuurlijk zijn die versoepelingen in Brussel jammer genoeg nog niet aan de orde. Dat komt door de lage vaccinatiegraad, waardoor dat het virus nog vrij spel krijgt in ons gewest. Jammer genoeg is dat heel erg voelbaar in de ziekenhuizen, de zorgsector, ik moet het u niet vertellen, maar ook op scholen en in crèches waar ze vaak met quarantaines te maken krijgen. Nu, het lijkt ons heel belangrijk dat er in Brussel een duidelijk en eenduidig beleid en communicatie komt over het handhaven van de verdere maatregelen in ons gewest. Want onze Brusselaars, maar ook toeristen, werkgevers, werknemers, studenten, iedereen heeft recht op die duidelijkheid. Waar zijn we aan toe? En zorgen dat het ook in alle gemeentes op dezelfde manier gebeurt. Expertengroep GEMS heeft ook gezegd dat er een noodplan nodig is, met onder andere verplicht telewerk, mondmaskers op school, uitbreiding misschien nog van het COVID-safe-ticket en ook verplichte vaccinatie in bepaalde risicosectoren. Ik denk dat dat noodplan is zeker belangrijk, maar we hoeven daar denk ik niet op te wachten om verschillende maatregelen te nemen. Daarover gaan mijn eerste vragen. In zaken de veiligheid garanderen op de plaatsen waar het COVID-safe-ticket niet gebruikt wordt. Op welke manier gaan we daar inzetten op betere ventilatie en op welke manier gaan we daar ook zorgen dat de bestaande maatregelen, zoals het dragen van mondmasker, afstand houden, gegarandeerd blijven.
En mijn volgende vraag betreft het noodplan. Is er al een noodplan in Brussel en zo niet? Wanneer kunnen we dat verwachten? En als er wel een noodplan is, welke maatregelen staan erin? Wat zijn de drempelwaarden wanneer dat noodplan in werking zal treden? En hoe lang hebben we eigenlijk nodig om het noodplan uit te rollen? En tot slot, hebt u al beslissingen genomen over risicosectoren waar de verplichte vaccinatie kunnen inzetten? Dank u wel voor uw antwoord. Dank u, mevrouw Rochette. J'invite monsieur le ministre à la tribune. Er zijn andere vragen, hè? Non, je pense. Ah oui, je croyais que c'était les deux. Sorry. En nu is de beurt aan Gilles Verstraeten voor zijn vraag betreffende uitbreidingen van het COVID-safe-ticket in het Brussel-Gewest, toegevoegd aan die van mevrouw Rochette. Sorry. U hebt het woord, meneer Verstraeten. Geen enkel probleem, meneer de voorzitter. In weerwil van u, dank u wel, meneer de voorzitter. In weerwil van uw verklaringen, meneer het collegelid, uw mistspuierij over de invoering van het COVID-safety-ticket in Brussel, waarbij u zei dat we het enkel zouden doen als de medische situatie het zou vereisen, wat nooit geëxpliciteerd werd wanneer dat wel zou zijn, is nu heel duidelijk dat we vanaf 1 oktober normaal gezien in Brussel een COVID-safety-ticket zouden moeten krijgen. Zij het dat dat nog enige voeten in de aarde heeft, omdat daar natuurlijk voor eerst een samenwerkingsakkoord moet goedgekeurd worden door alle parlementen en dat we dan ook een implementerende ordonnantie in dit halfrond daarover nog zullen moeten goedkeuren. Nu, in weerwil van wat gezegd is door figuren als Steven van Gucht, Marius Gilbert, meneer Koppieters van de ULB, die zeggen dat een dergelijke safety-ticket niet mag dienen om mensen te dwingen of te overtuigen om zich te laten vaccineren, maar enkel om potentieel risicovolle situaties de risico's te beperken op besmetting, is zeer duidelijk dat deze maatregel wordt ingevoerd om in feite de vaccinatiegraad in Brussel op te krikken, maar in tegenstelling tot in Frankrijk, waar de loutere aankondiging van een dergelijke maatregel effectief leidde tot een stijgen van de vaccinatiegraad, heeft het effect zich in Brussel nog niet geproduceerd. Het is dus eigenlijk een beetje een oneigenlijk gebruik waarvan ik betwijfel of het zal leiden tot het gewenste effect. Meneer Maron, er wordt een beetje verholen waarvoor dit wordt gebruikt. Het feit dat we deze COVID-safe-ticket nu moeten gaan gebruiken in de hoop om de vaccinatiegraad op te krikken, dat is eigenlijk een beetje een testament voor het falen van het Brussels beleid. En ik citeer een interview dat u gegeven hebt aan de Standaard afgelopen weekend, waarin u beweert dat het Brussels gewest nog de Brusselse gemeenten ook maar iets beter hadden kunnen doen. Franchement, non, zegt u. Wij hadden niets beter kunnen doen, we hadden niet beter kunnen presteren, we hadden niet vroeger kunnen ingrijpen, we hebben alles perfect gedaan. Mag ik u eraan herinneren, meneer Maron, dat in een globale pandemie dat uiteraard dingen beter gedaan kunnen worden. En ik vind het een gebrek aan verantwoordelijkheidszin van uw kant dat u iets dergelijks durft bewijzen in een interview. We hadden wel degelijk dingen beter kunnen doen als we kijken naar de vaccinatiegraad in Brussel, zeker in bepaalde gemeenten, waar we met moeite 50% van de bevolking halen, van de volwassen bevolking en zelfs nog geen 50% van de volledige bevolking. Mijn vragen voor u, meneer Maron, zijn dan ook de volgende. Wat is de stand van zaken met betrekking tot die invoering van die COVID-safe-ticket? Gaan we 1 oktober halen? Wat is de timing? Wat zijn de criteria, objectieve criteria, medische criteria, waarvan de maatregel afhangt en ook het afvoeren van die maatregel? Zal de handhaving overal hetzelfde zijn? Ik betwijfel het als ik bepaalde mensen lees in de pers. En welke sancties zullen er vasthangen aan het niet respecteren van de maatregel? Dank u alvast voor uw antwoorden. Dank u, meneer Verstraeten. Meneer Busselen. Dank u, meneer de voorzitter. Zoals mijn voorgangers hebben gezegd, zal er binnen 10 dagen een verstrengd COVID-safe-ticket op de tafel liggen. En ja, dat is het repressieve luik dat eigenlijk wordt uitgebreid om de vaccinatiegraad te verhogen, zoals mijn voorganger zegt. En eigenlijk vooral omdat er geen sterke eerste lijnzorg is en omdat een deel van de bevolking het vertrouwen kwijt is in de overheid. Nu ook de GEMS in zijn laatste rapport liet weten dat
dat risico's met zich meedraagt, dat de kloof tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden zal kunnen toenemen, dat het ook een beetje absurd is in zo'n klein land om opnieuw regionale maatregelen te treffen. Nu, er is een repressief luik en er is ook een sensibiliserend luik. En dus ik denk vooral aan de jongeren in onze stad, waar de vaccinatiegraad laag is, maar ook die jongeren die de afgelopen 1,5 jaar zwaar hebben afgezien tijdens deze crisis. En waarom aan de jongeren? Omdat in de scholen er nu zal worden gevaccineerd. En ik krijg telefoontjes van ouders die zeggen, ja, Jan, wij krijgen een mail. Ik zelf heb ook een mail gekregen waarin er wordt gezegd dat uw kind zich kan laten vaccineren, zowel uit Franstalige als Nederlandstalige scholen. Nu, een mail op zich is niet overtuigend. Niet naar de eerste lijnzorg en niet naar ouders toe die met veel twijfels zitten en met veel vragen. Ook de sportclubs hebben veel vragen. Die zeggen, ja, we hebben nooit om een COVID-safe ticket gevraagd. Zo'n COVID-safe ticket, dat zal ervoor zorgen dat ik mijn club misschien moet sluiten. Maar wat wij wel vragen, is ondersteuning om ervoor te zorgen dat de verluchting in onze zalen correct verloopt, zodat we veilige sportzalen hebben. Dus ik heb 2 heel concrete vragen. 1, dat is, zijn er infomomenten voor de ouders en voor de leerlingen in alle scholen? Ik had die vraag ook graag gesteld aan mevrouw Van den Brandt, of meneer Gats eerder. En 2, wordt er steun voorzien om de infrastructuur te verbeteren in de Brusselse sportzalen. Dank u, meneer Busselen. Monsieur le ministre. Dank u, meneer de voorzitter, en dank u voor uw vragen. We hebben dit debat gehad 5 dagen geleden, dus mijn antwoorden heel kort zullen zijn. Over de maatregelen. Sinds begin september hebben we gevraagd om de campagnes over de naleving van de voorzorgsmaatregelen nieuw leven in te blazen. De MIVB is ook de controles op het openbaar vervoer aan het opvoeren. On va aussi augmenter les campagnes de sensibilisation, et c'est en cours, sur les gestes barrières, surtout dans les implantations de forte fréquentation, comme les centres commerciaux, les transports en commun, dans les pharmacies aussi, où un travail de sensibilisation directe est possible, etc. etc. Over de verluchting. Er zijn sectorale protocollen ontwikkeld die moeten worden toegepast. Elke minister die verantwoordelijk is voor een sector moet bij de sectorvertegenwoordigers nagaan of de protocollen bekend zijn en worden toegepast. De dienst voor preventie op het werk moet er ook op toezien dat de maatregelen op de werkplekken worden nageleefd. Notez quand même qu'il y a du soutien important au secteur pour installer des systèmes de ventilation. Ça passe par ma collègue Barbara Tracht. Il y a un travail à la fois d'information et de soutien par rapport à cela. Et sur les compétences qualité de l'air, environnement, je vais aussi soutenir les écoles, en tout cas sur la mesure du CO2. Des courriers sont partis en ce sens. Over de noodmaatregelen. De invoering van het CST sluit aan bij de noodmaatregelen die wij willen treffen met het oog op de situatie in Brussel, die nu al verslechtert. Mocht de situatie nog verder verslechteren, dan zouden wij moeten overwegen bepaalde sectoren te sluiten. Maar natuurlijk, dat is geen optie nu. Hein. On ne veut pas fermer les secteurs. Hein. Le CST, c'est une mesure de précaution pour ne pas fermer les secteurs, pour permettre aux secteurs de rester ouverts et de travailler le plus normalement possible. De rester ouverts ou de réouvrir, puisque, vous le savez, l'impact socio-économique est important. Le travail d'information et de sensibilisation sur le CST est en cours de réalisation. Il y aura des facs sectorielles, du travail de terrain, des campagnes médias, des actions locales, via des webinaires, via des formations, via les réseaux de quartiers, via les communes, etc. Sur l'enseignement, je l'ai déjà dit en commission, c'est la SBL Bruxelles qui fait la sensibilisation dans les écoles néerlandophones, une autre SBL School Up avec un expert médical dans les écoles francophones. Du côté néerlandophone, il y a aussi une sensibilisation des jeunes hors école en collaboration avec Bruxelles aussi
main dans la main avec la COCOM. L'idée est d'impliquer aussi le secteur de la jeunesse. Over de wettelijke kader voor het CST. Het wettelijke kader van het CST bestaat uit een samenwerkingsakkoord dat de geldigheid van het CST verlengt. En de entiteit, de bevoegdheid, geeft decretten en ordonnanties aan te nemen om het CST op hun grondgebied toe te passen. De Verenigd College heeft dit samenwerkingsakkoord goedgekeurd op 9 september. De advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn met spoed gevraagd en wij verwachten ze deze week. Op basis van het samenwerkingsakkoord is ook een ontwerpordonnantie opgesteld. Het Verenigd College heeft die goedgekeurd op 16 september. De adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn opnieuw met spoed gevraagd en worden volgende week verwacht. Er is ook een besluit in de maak. Natuurlijk, de teksten worden bij de meeste stemmen gepresenteerd en besproken in het parlement, hier in het parlement. Et c'est évidemment à ce moment-là que nous pourrons avoir une discussion de fond, mais aussi sur les détails, puisqu'on disposera à ce moment-là des textes définitifs qui auront été modifiés suite aux avis du Conseil d'État et de l'Autorité de protection des données, mais aussi aux différentes concertations officielles et officieuses qui sont en cours. Et nous espérons venir vers le Parlement, évidemment, le plus vite possible, mais pour ça, il faut qu'on dispose des différents avis. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, mevrouw Rochette. Ja, dank u wel, meneer de minister. Het is fijn om te horen dat de MIVB de controles op het openbaar vervoer zal opvoeren. En ik hoor ook dat er van alles ontwikkeld is op vlak van verluchting in scholen, et cetera, en in verschillende sectoren. Dus dat is zeker ook positief. En ja, ik vermoed dat uw sectorminister daar af en toe misschien over aanspreekt of vraagt hoe ver het staat. Nu, waar ik niks over gehoord heb, is het noodplan waar de expertengroep GEMS had op aangestuurd. Hebt u een idee van wanneer dat klaar zal zijn? Nu, toeval wil dat ik net voordat ik naar hier kwam telefoon kreeg van een directeur van een grote Vlaamse organisatie in Brussel, die vaak vormingsactiviteiten organiseren. Hij zegt, wij willen dat ook graag doen met het COVID-safe-ticket. Ik ben op zoek gegaan van waar kan ik teksten vinden, hoe moeten we dat aanpakken en ik vind niks. Dus hij belde naar mij om te vragen hoe dat ze dat kunnen doen, omdat zij nu ook moeten communiceren naar de mensen waarvoor ze een vorming organiseren op 2 oktober. Dus. Er is geen CST in de vormingssector. Geen CST in deze sector. Pardon? Il n'y a pas de CST dans le secteur des formations. Non, c'est le secteur du travail socio-culturel. Ils veulent être prudents et eux, ils aimeraient bien l'utiliser. Et ils trouvent pas. Ils m'ont demandé où est-ce que je trouve des textes ou comment on peut. Dat is een andere vraag. Dat is niet een verplichting. Er is geen verplichting. Donc, les secteurs peuvent décider eux-mêmes à ce moment-là. Il n'y a pas de. Allez, er zijn geen aanbevelingen vanuit Brussel van gebruik het op die manier. C'est ça, il n'y a pas de... Pardon? C'est la même situation qu'en Flandre ou en Wallonie. Hein. Vraiment, oui. C'est la même. Hein. Oui. La situation, alors, dans ce type de questions se pose de la même manière à Liège ou à Anvers, où il y a aussi des quartiers avec des situations épidémiologiques difficiles. Et Liège est maintenant au niveau 4. Ce type de questions peut se poser éventuellement partout, mais ça n'est pas spécifique à Bruxelles. Hein. Oui, mais ça démontre quelque chose sur un flou qui est quelque part là. Les gens ne savent pas, ils veulent organiser. Donc peut-être que ça, c'est quand même important de faire en sorte... Mais vous avez parlé des facs qui vont arriver, donc je pense que ce serait une réponse à ces questions. Merci beaucoup. Dank u, mevrouw Rochette. Meneer Verstraeten. Ja, ik weet niet waarom dat u over andere steden en gemeenten begint bij de vraag van mevrouw Rochette. Het was nogthans redelijk duidelijk, gewoon een algemene vraag dat u zegt, is elders ook moeilijk. Zoals u trouwens deed in het artikel van De Standaard, waar u zei dat in Amsterdam en New York de zaken ook even slecht zijn als in Brussel, waar de journalisten van De Standaard onmiddellijk corrigeren dat dat niet waar is.
iets dat u echt eens moet afleren om op dat vlak te goochelen met cijfers en onware informatie verspreidende situatie in Brussel is uitzonderlijk slecht, is eigenlijk slechter dan bij bijna gelijk welke andere stad die vergelijkbaar is in Europa en in het land over het algemeen. En dus daar moet u echt eens mee stoppen. Waar ik u totaal niet over gehoord heb, is op basis van welke objectieve criteria, medische criteria, qua de pandemische situatie we deze CST nu invoeren en die ons ook kunnen toestaan om te bekijken wanneer we die terug zouden kunnen afvoeren. Er is sowieso een beperktheid in de tijd die normaal gezien in de ordonnantie zou moeten worden voorzien. Maar ik vraag mij ook af op basis van welke criteria dat we gaan kijken of dat we die CST gaan verlengen in de toekomst ook. Of de regering daar concrete criteria voor heeft, of dat het gewoon los uit de pols is in de hoop dat het de vaccinatiegraad zal opkrikken, wat ik ten zeerste betwijfel. Ik dank u voor uw antwoord. Dank u, meneer Verstraeten. Meneer Busselen. Dank u, meneer de voorzitter. Ja, ik vind op vlak van sensibilisering, want dat is echt wel heel belangrijk, als de GEM ziet zeggen, als Marie Gilbert zegt, dat er echt een tegenstelling is aan het ontstaan in onze samenleving, dan moet u, wanneer u repressieve maatregelen neemt, ook sensibiliserende maatregelen nemen. U hebt het over ASBL Brussel. ASBL Brussel heeft 52 scholen te behandelen. Nu, veel scholen, daar zijn geen infosessies. Dus het gevolg is dat 10 tot 15% van de leerlingen worden gevaccineerd. Dus het gevolg is dat we terug achterop gaan hinken. De CLB's die kunnen niet te hulp schieten, want daar heeft de Vlaamse regering ook op bespaard. Op de ASBL School Up, il y a 122 écoles secondaires à Bruxelles. Sur le moment, ils vont visiter 30 écoles. Donc trop peu, trop tard. Et aussi, le service médecin scolaire, PSE, ils sont submergés, donc ils demandent de l'aide. En voilà, dus, op vlak van de sportclubs denk ik ook, heb ik niet echt een antwoord gekregen. U zegt dat de CST's dienen, het CST dient om sectoren open te houden, wel de realiteit gaat zijn dat sommige clubs gaan moeten sluiten. Oké, dank u, meneer Busselen. L'incident est clos. Je remercie monsieur le ministre et les collègues qui sont intervenus. Meneer de voorzitter, ik denk dat meneer het collegelid nog enige preciseringen wou geven als hem dat toegestaan kan worden, want ik had hem ook een concrete vraag gesteld. J'ai donné ces informations déjà en commission sur quels sont les critères qui sont utilisés par rapport à la mise en route du CST et les procédures. Et donc vous le savez, les chiffres que nous regardons, c'est certes le taux de vaccination, c'est aussi les taux d'infection et l'évolution de la situation dans les hôpitaux, plus les rapports du RAG. Et dans tous les cas, l'ordonnance, elle vaut pour 3 mois. Et si nous voulions étendre au-delà de 3 mois l'utilisation du CST, on devrait repasser ici au Parlement par l'approbation des assemblées pour maintenir le système au-delà de 3 mois. Merci, Monsieur le Ministre. Par ailleurs, à l'issue de cette séance plénière, nous avons un bureau élargi et nous allons préparer l'éventuelle séance plénière qui va discuter de ça. Donc on aura largement l'occasion d'en discuter les uns et les autres lors de cette prochaine plénière. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je me permets aussi, Monsieur le Président, de vous dire que je remercie les services parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça, surtout sur l'avis du Conseil d'État et sur les délais de remise d'avis du Conseil d'État. Donc, je sais que pour l'Assemblée, ce n'est pas évident à organiser. On fait en tout cas le maximum pour pouvoir être dans le timing. On verra bien si les documents arrivent ou pas. Bon, on sera en attente, mais on se voit en tout cas à cette occasion. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. La séance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire suspendue et nous allons procéder au vote dans quelques minutes. Donc j'invite tous les collègues à bien vérifier s'ils ont bien fait leur vote test. Nous allons procéder au vote. J'invite tous les collègues qui sont à distance de vérifier, ceux qui sont dans l'hémicycle de vérifier. Je suspends 1 minute et puis nous... Oui, c'est une très bonne idée, Monsieur Robert. En attendant que chacun se connecte et vérifie, je vais annoncer déjà le résultat du vote qui a eu lieu hier pour le fonds de garantie locative. Si on peut me communiquer les résultats, je ne les ai pas sous la main. Voilà. Notre éminent chef de groupe.
Alors, chers collègues, je vous annonce le résultat du scrutin secret en vue de la désignation des premiers candidats aux 3 mandats vacants de membres effectifs et aux 3 mandats vacants de membres suppléants du Fonds bruxellois de garantie. Alors, 3 candidats obtiennent la majorité absolue des scrutins pour le mandat de membre effectif. Mevrouw Caroline Kees, Monsieur Vincent Biosset, de heer Daniel Stanciu. Ils sont dès lors présentés comme premiers candidats aux 3 mandats vacants de membres effectifs du Fonds bruxellois de garantie. Alors, 3 candidats obtiennent la majorité absolue des scrutins pour le mandat de membre suppléant. Madame Mimi Craé, Monsieur Frédéric Evangelista et Monsieur Grégory Raz. Ils sont dès lors présentés comme premiers candidats aux 3 mandats vacants de membres suppléants du Fonds bruxellois de garantie. Pour le vote qui a eu lieu aujourd'hui, je proclamerai les résultats lors de la prochaine séance plénière. Voilà. Alors, nous allons donc procéder au vote. Est-ce que tout le monde est bien connecté? Je vois. Est-ce qu'on peut mettre peut-être l'hémicycle? Voilà. Alors. Nous allons procéder au premier vote qui concerne le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution de Mme Françoise Keepmans, Mme Bertrand, Teitelbaum, M. Van Guatsenhoven, M. Lester, M. Weizmann, Mme Aïd Bala visant le renforcement de la lutte contre le décrochage scolaire à travers la mise en place d'une alliance mobile. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Petit rappel, ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution votent oui, puisque les conclusions de la commission en proposent le rejet. Début du vote. Monsieur le Président. À qui ai-je l'honneur? Isabelle Potier, j'ai un problème technique, mais je vote avec mon groupe, s'il vous plaît. Je n'en doutais pas. Merci. Monsieur le Président, Isabelle Emery, même souci, et je vote donc pour. D'accord, pas de souci également. Et pareil pour Dominique Dufourny, je vote comme mon groupe. Comme votre groupe, pas de problème. Je m'en doutais bien. Le tour suivant, le vote suivant, je me permettrai de signaler votre vote avant que vous vous prononciez, puisque je suppose que chacun vote comme son groupe, sauf s'il voudrait voter différemment alors qu'il se signale, mais sinon, a priori, on le fait. Donc, on a Madame Potier qui vote. Voilà, ça marche pour Madame Potier. Madame Emery, il faut la mettre positive. Il y a Monsieur Icasban, Monsieur Coxal, Monsieur Témise, que je ne vois pas. Madame Dufourny, elle a signalé qu'elle vote comme son groupe. Et je ne sais pas s'il y a des excusés dont je ne connaîtrai pas les noms. Allez, quoi qu'il en soit, on va clôturer le vote. Tout le monde a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. Alors, 81 membres ont pris part au vote, 47 oui, 14 non. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la Commission tendant à rejeter la proposition de résolution. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la Commission tendant au rejet de la proposition de résolution de Mme Teitelbaum, d'Ursel, M. Van Guatsenhoven, M. Comans de Brachen, visant à instaurer une taxe régionale sur l'apposition d'imprimés publicitaires sur des véhicules situés sur la voie publique. Clarifier mon abstention, s'il vous plaît. Pour le vote précédent. Oui, j'avais oui, j'aurais dû vous donner la parole. L'Assemblée générale ne s'est pas prononcée là-dessus, je suppose, c'est ça? C'est ça, l'Assemblée citoyenne ne s'est pas prononcée là-dessus, ni
sur les autres propositions qu'on votera aujourd'hui. Donc je vais devoir m'abstenir malheureusement sur toutes les propositions qui sont là aujourd'hui. Parfait, je le comprends, c'est totalement cohérent avec les abstentions précédentes. Merci Monsieur Kennis. Donc comme je le disais, nous passons au vote nominatif sur la position d'imprimé publicitaire, proposition de résolution qui est déposée avec premier signataire Madame Tettelbaum. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? Ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution votent oui, puisque les conclusions de la commission en proposent le rejet. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Je vous remercie. Fin du vote. 80 membres ont pris part au vote, 49 oui, 22 non. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. Nous passons à présent au vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition d'ordonnance de Mme Tettelbaum, M. Lester, M. Wetzmann relative au covoiturage scolaire. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Donc, toujours la même chose. Ceux qui sont contre votent oui, puisque les conclusions de la commission en proposent le rejet. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 79 membres ont pris part au vote, 58 oui, 13 non, 8 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter les propositions d'ordonnance. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution de Mme Debaets, Mevrouw Van Achter, meneer Verstraeten, meneer Van den Borre, visant à lutter contre l'ouverture et l'exploitation de magasins de CBD à proximité des écoles et des jeunes. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Toujours même chose, ceux qui rejettent votent oui. Begin van de stemming, début du vote. Tout le monde a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Oui, je vois Monsieur Mampaka, mais essayez encore, vous êtes repris, c'est bon, voilà. Fin du vote. 79 membres ont pris part au vote, 68 oui, 5 non, 6 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter les propositions de résolution. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble de la proposition de résolution relative à la nécessité d'ériger un monument à la mémoire de 3 résistants bruxellois ayant sauvé de nombreux juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? Il est procédé au vote. Début du vote. Fin du vote. Alors, 81 membres ont pris part au vote, 80 oui, 0 non, 1 abstention. Monsieur Kennis? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ook hier heb ik mij onthouden omdat ik geen mandaat heb van de burgerassemblée. Ik wil hier toch even bij blijven stilstaan, omdat ik het persoonlijk een belangrijk onderwerp vind. Ik denk dat het een goed idee is, persoonlijk.
dat deze resolutie gestemd wordt. En het toont nog maar eens de soms moeilijke positie waarin ik mij verbind als woordvoerder van een burgerassemblée. Een manier waarop dat we denk ik de democratie terug meer leven kunnen geven, maar die op deze moment ook zijn beperking heeft, waarbij ik mij moet onthouden bij een aantal resoluties waar ik misschien zelf persoonlijk voor ben, maar geen mandaat heb, zoals ook bij een volgende stemming zal zijn. Dank u, meneer Kennis. Donc, le Parlement adopte la proposition de résolution à l'unanimité, moins une abstention. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble de la proposition de résolution visant à soutenir le docteur Denis Mukwege en République démocratique du Congo. Quelqu'un demande-t-il une explication de vote? Je n'en vois pas. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin de vote. 81 membres ont pris part au vote, 80 oui, aucun non, une abstention. En conséquence, le Parlement adopte la proposition de résolution. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant approbation du compte général de l'entité régionale pour l'année 2018. Il y a 4 votes techniques similaires. Donc nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance A383 1 et 2. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? Il est procédé au vote. Début du vote. Oui, oui, Madame Parmentier, on vous a indiqué avec les autres, donc vous êtes intégré dans le vote, ne vous inquiétez pas. Oui, oui, mais je me doutais bien qu'il y avait un petit problème technique. Alors, tout le monde a-t-il vérifié son vote? J'ai peut-être déjà commencé par moi. Voilà. Fin du vote. 80 membres ont pris part au vote, 52 oui, 25 non, 3 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. Alors, nous avons un deuxième vote qui est similaire au précédent. L'ordre du jour appelé le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant approbation du compte général de l'entité régionale pour l'année 2019 cette fois. Est-ce que je peux considérer le même vote? Même vote. Même vote donc pour tout le monde. Nous passons au vote suivant. Le vote nominatif sur le projet d'ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget des services du gouvernement pour l'année 2018. Même vote? Même vote. Vote nominatif sur l'ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget des services du gouvernement pour l'année 2019. Même vote également. En conséquence, les différents textes sont adoptés et seront soumis à la sanction du gouvernement. Je pense que c'était le dernier vote. Hein. Voilà, ceci clôture les votes de notre séance du Parlement régional bruxellois. J'invite les membres du bureau élargi à rester. Nous allons tenir une réunion donc à l'issue. Les membres qui sont à distance, je les invite à ne pas se déconnecter ou à se connecter sur une autre adresse. C'est une autre adresse? Ok, vous pouvez vous connecter sur une autre adresse, ceux qui sont membres du bureau élargi. On en a pour 10 minutes, c'est juste pour fixer l'agenda de l'éventuelle séance du 30. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi. Je clôture donc la séance du Parlement régional bruxellois et j'invite les membres du bureau élargi en séance à rester et les autres à se connecter sur l'adresse qui leur a été communiquée. Bon après-midi et bon appétit aux uns et aux autres.